Alors, on sait tous qu'en transplantation, notre objectif principal, justement, c'est d'améliorer la survie de nos patients, leur offrir la possibilité de vivre plus longtemps avec un greffon fonctionnel. Mais bien sûr, on sait aussi que la transplantation est loin d'être un long fleuve tranquille et qu'il y a toujours des complications qui vont émailler cette évolution. Et je pense qu'au fil du temps, on a appris à prendre en charge ces complications. La preuve, c'est que la problématique immunologique et infectieuse a été remplacée ou plutôt a cédé la place aux problèmes néoplasiques et cardiovasculaires. Et on sait aujourd'hui que les cancers sont les deuxièmes causes de mortalité après la transplantation rénale ou la transplantation d'organes en général. Et cette incidence cumulée de faire un cancer est estimée à 10% après 10 ans d'immunosuppression, et ça peut augmenter au long des années. Et aussi, on sait très bien que le fait de faire un cancer après transplantation est déjà un facteur de mauvais pronostic, et ça réduit l'espérance de vie de nos patients, quel que soit le type de cancer. On sait que l'espérance de vie va être réduite. Donc tout d'abord, je m'arrêterai juste un tout petit moment sur les circonstances de survenue d'un cancer après transplantation. Globalement, il y en a 3. Un cancer préexistant, soit qu'il a été méconnu lors du dépistage, soit été connu et qui récidive après la transplantation. La transmission d'un cancer par le donneur et enfin un cancer de nouveau sur lequel je veux m'arrêter le plus. Alors pour la première situation, on sait très bien qu'avec un bon screening des receveurs, on ne passe pas assez souvent à côté d'un cancer, sauf que c'est possible, c'est pas rare. Pour les cancers qui sont connus et qui récidivent, quand on respecte les délais d'attente, là aussi, on minimise ce risque, mais ce sont des choses qui existent. Pour la transmission par le donneur, là aussi, ce n'est pas une situation exceptionnelle. Pour nous, le donneur vivant, on essaye de faire le maximum pour éviter ce risque-là ou cette complication, mais aussi, comme a dit tout à l'heure professeur Bach, tout est possible, donc il y a des choses qui arrivent. Et je voulais juste partager avec vous ce simple fait divers. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Cette équipe néerlandaise qui avait publié en début d'année dernière ce cas qui est quand même cette observation assez catastrophique de la transmission d'un cancer du sein à 4 receveurs d'organes, et cette complication est apparue dans un délai assez lent, entre 16 mois et 6 ans. Tout d'abord, la receveuse des poumons qui fait une tumeur pulmonaire faite des cellules mammaires, donc c'était une métastase. Plus tard, 2 ans plus tard, la receveuse du rein, du premier rein, fait un cancer du foie, et à ce moment-là, ce sont des tumeurs mammaires. À 4 ans, la receveuse du foie, elle fait une tumeur hépatique et décède bien sûr par cancer mammaire. Et il y a le seul rescapé, c'est le deuxième receveur du rein, le rein à Delphes, que lui a été bon. Il y a eu l'alerte et donc on a détecté une petite tumeur, il y a eu une transplantectomie. Donc quand même, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas exceptionnel. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la prise en charge ou les cancers de nouveau post-transplantation. Et ça, vous le voyez très bien que ces cancers, en chef de file, on voit bien les cancers cutanés sont de loin les plus fréquents, suivis par les syndromes lymphoprolifératifs. Par ailleurs, les autres types de cancers sont beaucoup moins fréquents. Les autres types de cancers sont beaucoup moins fréquents. Et j'ai pris l'exemple sur la diapositive, si on arrive à la voir, des cancers de la prostate et du sein qui sont fréquents dans la population générale. Et chez les transplantés, nous n'avons pas l'impression que l'incidence elle est beaucoup plus importante. Alors maintenant, on va se poser une autre question, mais pourquoi? Quels sont les facteurs exposants? Autrement dit, pourquoi certains et pas d'autres? Heureusement, tous nos transplantés font des cancers, alors qu'est-ce qui fera
qu'un transplanté le fera et pas d'autres. Alors bien sûr, je ne rentre pas dans les détails, il y a des facteurs modifiables, non modifiables, et des facteurs propres au receveur lui-même, son terrain, son exposition génétique, le fait qu'il était tabagique ou pas, l'organe qui sera transplanté pour nous, c'est le rein, le fait qu'il y ait une exposition au soleil, donc il y a plusieurs paramètres, mais globalement, 2 paramètres se dégagent. Le premier, c'est le poids de l'immunosuppression qui, elle, est le facteur primordial dans le développement de ce type de néoplasie. Et le second paramètre, ce sont les infections virales, puisque la majorité des cancers après transplantation sont des cancers viraux induits. Et là, on sait très bien, il y a une petite liste des cancers pour lesquels une origine virale a été prouvée ou fortement suspectée. Et c'est finalement les cancers qui sont les plus fréquents, et on va passer peut-être les 15 ou 20 prochaines minutes à parler plutôt de la gestion pratique dans la mesure du possible de ces différents types de cancers quand ils surviennent après la transplantation. Alors, je commence par les cancers cutanés, qui sont de loin la néoplasie la plus fréquente chez les transplantés d'organes, les transplantés rénales, surtout dans un pays comme le nôtre, où on est en pays assez ensoleillé. Donc on peut avoir différents types d'atteintes histologiques, allant du carcinome spinocellulaire hypernoïde le plus fréquent au basocellulaire, les mélanomes, les kaposies. Donc on va voir ces différents types de cancers et leurs modalités de prise en charge. Donc je commence par les spinocellulaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont de loin les plus fréquents, mais aussi les plus agressives, qui se multiplient, qui récidivent et qui métastasent. Et donc, en fait, ce sont ce type de cancer qui pose de problèmes lors de leur gestion en pratique. Et dès qu'une tumeur apparaît, un spinocellulaire, on sait que dans la foulée, il va y en avoir plusieurs d'autres qui vont apparaître avec un risque de métastase. Le basocellulaire, lui, contrairement à la population générale, il est moins fréquent chez le transplanté d'organes, le transplanté rénal, avec, comme vous le voyez ici, un ratio basocellulaire-spinocellulaire est égal à 1 sur 4 au lieu qu'il soit de 4 sur 1. Alors, quels sont les facteurs de risque des cancers cutanés, des tumeurs cutanées en post-greffe? Bon, les premiers facteurs ils sont entreliés. C'est cette exposition solaire liée à la répartition géographique, donc nous sommes assez bien dotés. Le phototype clair, les zones exposées, donc ça, on voit très bien qu'il y a un travail à faire. Quand on connaît ces paramètres, on sait très bien qu'il y a un travail à faire en termes d'éducation de nos patients pour prévenir cette exposition et une protection. D'autres paramètres aussi sont sortis. L'ancienneté en hémodialyse. En dialyse est un facteur qui expose nos patients au risque de faire un cancer cutané. Et certains types HLA, auxquels se surajoute, bien sûr, toujours, comme toujours, un poids de l'immunosuppression et l'oncogénicité d'un certain nombre de virus. Alors pour l'immunosuppression, c'est quelque chose de bien établi. On le sait très bien que le risque de développer un cancer cutané évolue parallèlement à la durée et à l'intensité de l'immunosuppression, puisque comme vous le voyez bien ici, que le risque des cancers cutanés augmente au fur et à mesure que les patients sont anciens en transplantation, contrairement par exemple au syndrome lymphoprolifératif où on voit que la période maximale sont la première ou les 2 premières années de la greffe, notamment la première année quand l'immunosuppression est intense. Donc on sait très bien que plus on sera exposé à l'immunosuppression, plus on risque de faire des cancers cutanés. Le fait qu'on soit sous trithérapie, cyclo, ASA et corticoïdes nous expose à plus de cancers quand on est sous bithérapie. Même sous trithérapie, si on utilise une petite dose, une faible dose de cyclo, on a moins de risque de faire des cancers. Et bien sûr, quand on switch au sirolimus, on va en parler tout à l'heure, qui a un effet positif, qu'on soit sous cyclo avec sirolimus nous expose plus que quand on est sous sirolimus avec corticothérapie seule. Donc on voit très bien le poids et l'intensité de l'immunosuppression dans la genèse de ce cancer, et ça nous ouvre justement la parenthèse sur les modalités de prise en charge. Pour l'oncogénicité, il y a certains, je ne m'arrêterai pas trop parce qu'il y a certains bêta-papillomavirus qui ont été incriminés dans la genèse de ces tumeurs cutanées.
Alors, que faire en pratique quand on découvre une tumeur cutanée? Il faut savoir que je partirai du plus tôt possible, c'est-à-dire toute lésion dermatologique suspecte doit être enlevée. Donc, toute lésion suspecte doit subir une exérèse, une analyse histologique. Et bien sûr, pour qu'on puisse découvrir une lésion, il faudrait qu'il y ait un suivi dermatologique bien ciblé dans le temps. En dehors de tout facteur de risque, c'est la consultation, mais standard, faite par un bon dermato une fois par an. Et au moindre facteur de risque, ce rythme peut être augmenté à une consultation biannuelle, voire tous les 3 mois, vers même parfois chez certains patients, une fois par mois. Les lésions superficielles de type kératose, préépithéliomatose ou maladie de Bowen aussi vont être opérées ou peuvent subir une destruction physique ou chimique. Et par la suite, bien sûr, on discute avec les dermatologues parce que la prise en charge dépendra de chaque type de carcinome. Alors, je commence par le spinocellulaire, pour lequel l'exérèse doit être la plus large possible, au-delà de 6 à 10 mm, vraiment adaptée à la taille de la tumeur, son épaisseur et d'autres marqueurs. Donc vraiment, on va faire une exérèse large. Pour les basocellulaires, on peut proposer soit la chirurgie quand la lésion est invasive ou nodulaire, mais parfois la photothérapie peut suffire. Mais là aussi, je reviens sur le fait que on discute et on décide avec nos collègues dermatos. On peut décider d'associer une irradiation adjuvante, surtout dans les carcinomes épidermoïdes inopérables ou quand il y a une invasion nerveuse. Mais quoi qu'il en soit, toujours ces mesures sont accompagnées par des conseils de photoprotection et d'un suivi qui sera de plus en plus rapproché par la suite. Et à côté de cette attitude dermatologique, bien sûr, le néphrologue va prendre le relais, et puis comme on sait que le point de départ c'est cette surimmunosuppression, on sera amené à réduire un tout petit peu l'exposition aux immunosuppresseurs de notre patient. Alors on va modifier notre protocole, donc on commence par une minimisation, réduction importante, mais parfois on est même en fonction de l'intensité, de la multiplicité des lésions, on peut être amené à arrêter carrément les immunosuppresseurs. Ce qu'on fait en pratique, c'est que tout d'abord, l'azatioprine est une molécule, qu'on arrête en premier. Bon, nous, on ne l'utilise pas beaucoup actuellement. Pourquoi? Parce que cette molécule a été directement incriminée dans la survenue des cancers épidermoïdes par modification de la mutagénèse cellulaire. Et heureusement, on sait très bien que dès qu'on fait l'arrêt de cette molécule, les lésions sont réversibles, donc c'est un effet qui est bénéfique. Par la suite aussi, on opte pour l'arrêt des CNAI, les inhibiteurs des anticalcinurines, et on fait un switch par les inhibiteurs de mTOR. Alors ces inhibiteurs de mTOR qui ont vu le jour, on va dire, au début de ce siècle, au début des années 2000, alors quand on a fait la promotion, plutôt quand on a utilisé cette molécule, ce n'était pas du tout dans un objectif de diminuer le risque de cancer en post-greffe. C'était essentiellement, on a trouvé une molécule qui avait des vertus immunosuppresseurs très intéressantes, qui avait des vertus antiprolifératives très intéressantes et qui ne semblait pas être néphrotoxique. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est jeté sur cette molécule. Après, on a eu beaucoup de difficultés à l'utiliser, mais on a gardé vers la fin que ces effets antiprolifératifs, ces propriétés antitumorales, vu qu'ils diminuent l'expression de TGF-bêta, du VEGF, de l'interleukine 10, qui sont hautement incriminés dans la croissance des lignées cellulaires. Alors, les inhibiteurs de mTOR ont été utilisés dans plusieurs études, soit des études observationnelles, soit des études bien designées, comme l'étude Tumorapa, je pense que vous la connaissez, c'est une étude qui a été coordonnée par le CHU de Nantes et le CHU de Lyon et qui a été faite dans un but d'objectif de regarder la prévention secondaire de survenue de cancer cutané après greffe. C'est-à-dire qu'on a pris les patients qui ont déjà fait un cancer cutané, qui ont été switchés à l'ARAPA, et on a regardé la possibilité que ces patients aient une survie sans nouveau cancer cutané en 5 ans. Et donc vous voyez généralement qu'il y a une grande différence entre les patients qui ont été switchés à l'ARAPA et les patients qui n'ont pas été, mais surtout regardez ici, c'est que les meilleurs résultats ont été obtenus avec les patients qui avaient eu uniquement un seul cancer cutané. Par contre, les patients qui avaient plusieurs
cancer cutané au moment du switch, on voit très bien que le bénéfice est très faible. Donc, moralité, il faut dépister précocement ces tumeurs et faire le switch le plus tôt possible parce que c'est là où le bénéfice sera important. L'étude concept, elle, qui est coordonnée par mon maître, ancien chef, professeur Lebranchu, et qui a été publiée ici par Philippe Gâteau, que vous connaissez bien. Alors, c'est une étude prospective aussi qui regardait comme objectif en prévention primaire le fait de développer un cancer cutané, mais elle était designée essentiellement pour regarder comment peut-on utiliser la RAPA chez le transplanté et chez qui. Et donc cette étude, pour notre objectif qui nous intéresse aujourd'hui, a montré qu'en prévention primaire, la rapamune pouvait réduire le risque de développer des cancers cutanés en post-greffe. Le bénéfice est important, d'autant plus que la conversion est faite précocement, n'empêche qu'il y a un risque d'apparition de DSA et donc c'est un risque à prendre avec cette molécule. Donc la rapamune, oui, c'est bien en termes antitumoraux, mais ceci dit, il faut la tolérer, cette molécule. Donc c'est très très difficile d'être sous rapamune, alors qu'on voit dans beaucoup d'études que je n'ai pas présentées ici, j'ai mis que ce tableau-là. Il y a eu beaucoup de sorties d'études à cause de mauvaise tolérance du médicament, soit par les folliculites, les œdèmes, les aftes, les pneumopathies interstitielles, les protéinuries, donc beaucoup d'effets secondaires qui font qu'on est obligé à un moment donné de laisser tomber cette molécule et parfois laisser tomber l'immunosuppression tout court. Après les spinocellulaires, les plus invasives, je passe aux mélanomes qui sont aussi méchants puisque ce sont des tumeurs qui métastasent, mais fort heureusement pas très fréquents en transplantation rénale. Et pour la prise en charge de ces mélanomes, on a essayé de copier sur les spinocellulaires, donc on fait exactement la même attitude, on démarre par une réduction de l'immunosuppression, on réduit en switch aux inhibiteurs mTOR et parfois on a besoin d'autres types d'autres thérapeutiques ciblées telles que l'immunothérapie ou la chimiothérapie et ça reste quand même un cancer de mauvais pronostic. Le sarcome de Kaposi en post-transplantation, qu'elle soit sur sa forme cutanée avec principalement une atteinte au niveau du tronc et des membres ou dans sa forme viscérale, c'est un cancer qui est fréquent dans le pourtour méditerranéen. Et pourquoi fréquent dans le pourtour méditerranéen ou dans des pays d'Asie comme l'Arabie Saoudite? C'est parce que tout simplement sa répartition géographique est collée à la répartition du virus HHV8. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'HHV8 est indispensable pour développer un carcinome de Kaposi, mais n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'on peut avoir le HHV8, mais ne pas développer le Kaposi, et quand on le développe, c'est tout simplement un marqueur qui a eu un déséquilibre entre l'immunité du patient et l'expression de ce virus. Donc c'est un sarcome qui est très méchant, qui peut avoir plusieurs lésions. Donc dans sa modalité de prise en charge, alors les inhibiteurs mTOR marchent très bien de par leur effet anti-angiogénique, donc ils donnent des très très bons résultats. On a assisté à quelques rémissions cutanées, vous voyez très bien, peut-être pas très bien sur la photo, on a une amélioration des lésions sans disparition. Ce switch n'est pas suffisant, assez souvent on a besoin d'un traitement adjuvant sous forme soit d'exérèse locale qui constitue une tumeur isolée, soit par une chimiothérapie. Mais il faut savoir que ces patients qui développent un Kaposi en post-greffe, ils finissent toujours par perdre le greffon par réduction de l'immunosuppression et aussi malheureusement on finit toujours aussi par perdre les malades, ça c'est un fait. Donc je tourne la page sur tout ce qui est cutané et fréquent pour passer à une autre problématique en post-transplantation qui sont les syndromes lymphoprolifératifs et qui vient au deuxième rang des cancers chez les transplantés puisque vous voyez ici, ça peut occuper 15 à 20% des cancers post-greffe d'organes. Et quand je dis greffe d'organes, justement, l'incidence est variable selon qu'il s'agisse qu'on est dans une transplantation
pulmonaire ou cardiaque où le risque est très important, ou selon qu'on est dans une transplantation rénale où le risque existe mais il est beaucoup plus faible. Et ça aussi, ça s'explique par le poids et l'intensité de l'immunosuppression. Alors la particularité des lymphomes en post-greffe, c'est qu'ils ont une présentation clinique assez hétérogène, dominée par les atteintes extraganglionnaires, surtout du système nerveux central, des atteintes du greffon, une forme histologique atypique faite essentiellement de lymphocytes B dans 85% des cas contre les lymphocytes T, les lymphomes malano-Hodgkiniens, et aussi il faut savoir que les lymphomes, parfois, ils sont là, on les sent, mais on ne les trouve pas. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher devant un certain nombre de paramètres, comme un patient commence à s'altérer, commence à perdre du poids. On a des LDH qui augmentent, on ne comprend pas pourquoi. On a un décalage dans sa charge virale EBV. Et aussi, faites très attention, quand un patient fait un pic monoclonal comme ça, qu'il n'avait pas auparavant, c'est peut-être un lymphome sous-jacent. Alors, les syndromes lymphoprolifératifs, ce sont des lymphomes viraux induits par excellence. On sait que l'EBV est hautement incriminé. Il a été retrouvé dans plusieurs types de tumeurs. Et cet EBV, on sait que la population à risque sont surtout les enfants qui sont assez souvent EBV négatifs et qui vont faire leur séroconversion pendant la greffe ou juste après la greffe et donc au moment de l'immunosuppression quand elle est maximale. Alors, le rôle de l'immunosuppression aussi, c'est un fait. On sait très bien qu'on a assisté à une réduction de l'incidence de lymphome depuis qu'on a diminué l'utilisation des anticorps monoclonaux type OKT3 et depuis qu'on utilise moins d'anticorps de thymoglobuline. En tout cas, on a une diminution d'incidence. On voit que le risque avec le basiliximab est moindre. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'à chaque fois, on déplète les lymphocytes B, on diminue la possibilité de détruire le lymphocyte B infecté par ces lymphocytes. Donc c'est clair qu'à chaque fois on déplète ou on détruit les lymphocytes, on expose nos patients au risque de développer un lymphome post-transplantation. Pour le traitement de maintenance, on sait que les anticalcinuriques sont largement incriminés dans le risque de survenue de ces cancers. Le MMF semble être protecteur et les inhibiteurs de mTOR, certes, ils ont une action antitumorale établie, mais il n'a pas été prouvé que quand on met les patients sous rapamune, ou sous inhibiteur mTOR, ça va prévenir le risque de survenue de syndrome lymphoprolifératif. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas établi. Alors, comment on fait, comment on prend en charge en pratique les syndromes lymphoprolifératifs? La prise en charge doit être avant tout préventive, c'est-à-dire éviter chez les patients qui sont EBV négatifs de faire une induction par thymoglobuline, mettre un traitement antiviral. On parle aujourd'hui d'un vaccin peut-être contre chez les patients EBV pour prévenir le syndrome lymphoprolifératif, mais c'est en cours d'essai. Il faut détecter précocement les syndromes lymphoprolifératifs par un bon monitorage EBV. Ce n'est pas suffisant, mais elle a un grand intérêt. Et dès qu'on a un virage ou une augmentation de la charge virale, il faudra rechercher cette atteinte lymphomateuse. Pourquoi ne pas aller carrément vers un PET scan pour chercher s'il y a une lésion sous-jacente? Parce que le plus intéressant, c'est d'agir à ce moment-là, quand ça débute, pour diminuer l'immunosuppression. Et ça, on a trouvé que quand on diminue l'immunosuppression, le contrôle radiologique, on a une diminution des tumeurs et une baisse de la charge virale. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Il n'y a pas de consensus, mais on commence toujours par arrêter les anticalcinurines, on diminue le MMF au lumérel et on garde les patients sous corticoïdes. Quand le risque est moindre, la tumeur est petite, parfois on peut garder d'emblée les patients uniquement sous corticothérapie seule. Et à côté de ça, on propose d'autres thérapeutiques, l'immunothérapie par les anti-CD20, le rituximab, qui a une bonne tolérance et qu'on prescrit à raison d'une injection toutes les 4 semaines et puis si réponse, on peut continuer 4 cures à 3 semaines d'intervalle. Et dans les syndromes lymphoprolifératifs, on a toujours besoin d'une chimiothérapie associée. Alors, il a été bien prouvé que quand on associe rituximab avec le protocole CHOP, on a une rémission
une rémission dans 68% des cas, alors que quand on utilise le rituximab seul, la rémission complète n'est de 14% des cas et la rémission partielle à 18% des cas. Donc aujourd'hui, le consensus, c'est réduction immunosuppression, rituximab et puis chimiothérapie. Dans certains types d'atteintes, comme l'atteinte du greffon, on peut être amené à faire une transplantectomie et les atteintes du système nerveux central nécessitent toujours de la radiothérapie associée. Je termine juste par un mot pour les autres types de cancers. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'on a vu tout à l'heure que l'ensemble des cancers peut survenir chez les patients transplantés, mais l'incidence ne semble pas beaucoup plus importante. Je me suis arrêtée sur les cancers des reins natifs qui semblent être 100 fois plus fréquents dans la population des transplantés de fait de hyperplasie, dysplasie tubulaire avec la dégénérescence kystique. Et là aussi, il faut agir en amont. Les patients, il faut chercher régulièrement cette dégénérescence kystique, la maladie kystique acquise des reins. Si les patients sont bosniaques 1 et 2, il faut faire un suivi, une échographie, voire même un scanner biannuel. Et au-delà du bosniaque 3, on propose une néphrectomie des reins natifs pour épargner les patients ce cancer. Les cancers des voies urinaires sont également fréquents, notamment chez nos patients qui ont eu du cyclophosphamide, où il y a eu des abus d'analgésiques. Et les cancers du greffon rénal ne sont pas exceptionnels. Ça peut s'agir on peut faire une réduction de l'immunosuppression, tumérectomie, une ablation par radiofréquence ou parfois carrément une détransplantation. Donc c'est possible. De toutes les façons, quel que soit le type de cancer, en dehors de ceux précités, on va faire une réduction de l'immunosuppression, on va arrêter les inhibiteurs des anticalcinurines parce qu'ils sont largement incriminés dans la croissance, le développement des cellules tumorales, et puis on va proposer un protocole adapté à la tumeur en cours, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, et suivre les patients. Donc, pour terminer, la prise en charge des cancers en post-transplantation, c'est un événement qui est toujours difficile et pour le praticien et pour le patient. Je pense que la prise en charge doit être avant tout une approche préventive en individualisant l'immunosuppression au patient, à ses risques, à ses facteurs, à son environnement, un bon dépistage avant et après la greffe, évitant toutes les situations de surimmunosuppression en éduquant nos patients. Et quand le cancer est là, il faut une réduction des immunosuppresseurs, un switch, un traitement adapté à la tumeur. Et bien sûr, on se dira toujours, et ça c'est la réalité, que le patient passe avant le greffon. Et je vous remercie de votre attention. Merci Inès de cet éclaircissement. Et je donnerai la parole à la salle s'il y a des questions. Monsieur Mdani. Merci beaucoup Inès pour ce excellent exposé. Je voudrais revenir sur un élément important de prévention dont tu n'as pas parlé et qui éventuellement qui consiste à suivre les malades, surtout pour les syndromes lymphoprolifératifs, sur la réplication virale et notamment EBV, par des PCR de BV, qui pourraient nous permettre de réduire assez rapidement l'immunosuppression et prévenir dans certains cas la survenue de ces cancers. J'en ai parlé, en fait, il y avait une diapo où j'ai dit qu'on va suivre avec la réplication virale. C'est pas, j'essaie d'ouvrir, c'est pas, j'ai dit que c'est pas suffisant, mais c'est très bénéfique. D'ailleurs, j'ai mis, peut-être que je suis passée rapidement. On fait un suivi, alors il n'y a pas de consensus là aussi, mais on fait un suivi de la charge virale tous les mois, la première semaine de la greffe, tous les mois pendant les 6 premiers mois, et puis tous les 3 mois. Et dès qu'il y a, je pense que je l'avais dit, dès qu'il y a un mouvement, de la charge virale, il faut aller réduire l'immunosuppression et chercher le lymphome.